الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Monsieur et Madame les députés et les sénateurs, Monsieur le Président de la République Constantine, Monsieur le Président de la République Constantine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les participants au colloque, très chers invités, très chers collègues, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorable assistance, nous sommes très heureux de vous accueillir à l'Université Métropolitaine Constantine et nous souhaitons que vous passiez avec nous d'agréables et enrichissants moments dans notre université. Monsieur le ministre, j'ai aussi le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute la communauté universitaire ainsi que la délégation qui vous accompagne. Votre présence parmi nous et parmi tous nos invités a rehaussé la dimension et la valeur de cette manifestation scientifique organisée pour débattre et échanger dans une approche croisée des expériences sur la problématique de la préservation et la réhabilitation du patrimoine bâti. Aussi, permettez-moi, Monsieur le ministre, en cette heureuse circonstance, de vous exprimer, au nom de tous les participants et les présents à ce colloque, notre admiration, notre profond respect pour avoir consacré de votre temps si précieux pour partager avec nous cet événement particulier et exceptionnel qui aujourd'hui restitue Constantine dans sa dimension historique et culturelle pour nous faire découvrir encore toutes ces présences. Bien sûr, il est nécessaire de préciser que les travaux de ce colloque s'inscrivent dans la dynamique mise en place entre la wilaya et l'université pour permettre aux universitaires de s'impliquer davantage dans la vie sociale et économique de notre wilaya, et contribuant par la même, à travers leurs travaux et études, à donner une autre vision et une autre définition au développement local, qui reste aussi un élément essentiel du développement national. Cette relation wilaya-université a permis de créer une intense activité culturelle et scientifique, donnant à ce couple les moyens de composer dans un cadre de partage et d'échange consolidé par la volonté, la disponibilité, la sincérité et l'effort pour donner à Constantine les moyens d'être un pôle de rayonnement scientifique et économique. Dans le même registre de l'ouverture de l'université sur son environnement, la réforme mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique a consacré dans ses fondements cet aspect et fait de l'université un élément essentiel de la cohésion sociale à travers la nature, des formations qu'elle propose, où chaque formation déclinée doit être en adéquation avec les besoins des différents secteurs. Et en parlant de formation à l'Université Métropolitaine Constantine, et particulièrement dans le domaine de la préservation et de la valorisation du patrimoine, elle s'est dotée de moyens pour présenter et développer des parcours de formation, des projets d'études et de recherche dans ces domaines. À ce titre, je cite le tourisme, l'archéologie, l'urbanisme, l'architecture, la culture et les humanités. Pour dire qu'aujourd'hui, à l'Université Constantine, pour dire aujourd'hui que l'Université de Constantine est au cœur de la question du patrimoine en co-organisant avec la wilaya ce colloque. Mais aussi à Constantine, quand on parle du patrimoine, cette question reste toujours le sujet du débat et de l'espoir pour protéger et préserver sa mémoire. Car chaque pierre et chaque lopin de cette terre et chaque lopin de terre de cette contrée est une partie de l'histoire de l'humanité. Enfin, je vous souhaite un agréable séjour dans la ville des patrimoines, la citadelle des vertiges, cité des civilisations, Cirta. Et pour finir, mes vifs remerciements, chaleureuses félicitations pour les organisateurs de ce colloque. Merci. La parole est à Madame Véronique Sahraoui. Merci, Monsieur le Recteur. Monsieur
Mesdames et Messieurs, chers séminaristes, honorables invités, permettez-moi, Monsieur le Ministre, d'adresser au nom du groupe de chercheurs et des organisateurs, ainsi qu'en mon nom propre, la bienvenue à Constantine à tous les participants, responsables, élus, techniciens, représentants de la société civile et les médias présents, et qui se trouvent impliqués d'une manière ou d'une autre dans un projet de réhabilitation et de requalification du patrimoine bâti. Le fondement de ce séminaire répond à des préoccupations où le cadre bâti de la ville algérienne suscite des intérêts aussi bien du côté des universitaires que des autorités algériennes. Avant d'entrer dans le vif de mon exposé, je voudrais aussi exprimer aux responsables et aux initiateurs du projet de la réhabilitation ma grande satisfaction à la volonté de mobiliser et d'associer des multiples acteurs au processus de la réhabilitation et de la requalification. Ce mode de gestion, qui est une nouveauté pour la ville de Constantine, est une des conditions de la réussite de ce projet. Monsieur le ministre, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, la politique nationale algérienne de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique préconise le principe d'ouverture de l'université sur son environnement en Algérie et dans le monde et sa traduction dans les faits. De ce fait, l'université Mantouli ne peut ignorer la question de la réhabilitation et de la requalification du patrimoine bâti. Notre université contribue au développement du savoir et du savoir-faire par la formation et la recherche, en s'impliquant dans des projets de recherche nationaux ou internationaux, en organisant des manifestations scientifiques. L'université vise à promouvoir, par le biais des échanges, la recherche-formation dans une perspective pluridisciplinaire. Le projet intitulé « Requalification du patrimoine architectural et urbain », soumis dans le cadre de la Commission nationale d'évaluation des projets de recherche universitaire dont je suis responsable, prend acte d'une prise de conscience locale et nationale du patrimoine architectural urbain, de sa détérioration et des risques potentiels qu'il présente pour les habitants. Risques liés aux dangers que représente la vétusté et la dégradation du cadre bâti. Il prend acte également de la dynamique récente qui se manifeste localement par des actions opérationnelles ou des projets menés dans le cadre de la coopération bilatérale et par la proposition d'un avant-projet de loi fixant les conditions et les modalités d'intervention sur le cadre bâti. Notons que les autorités algériennes, par la présence du président de la République algérienne et des pouvoirs publics, veulent faire de Constantine une pionnière dans le domaine de la réhabilitation urbaine. L'université Mantouli de Constantine, en tant que force d'expertise, ne peut rester indifférente à une telle autorité, à une telle volonté, pour apporter assistance, appui au pouvoir local, aux pouvoirs locaux, mais surtout se positionner aussi en pionnière de la réhabilitation et requalification du patrimoine urbain d'Algérie. Le projet de recherche centré sur l'opérationnalité vise à instaurer, à restaurer, à initier des relations entre les professionnels et les universitaires. Il vise également à développer la connaissance et les méthodes de requalification du patrimoine bâti à partir des expériences initiées localement. Les problématiques développées par les chercheurs étaient orientées essentiellement vers l'action de réhabilitation, l'action de valorisation et de la qualité urbaine de l'espace public, vers les stratégies, la reconstitution des savoirs et les nouvelles technologies. Le calendrier général du programme de recherche, de ce projet de recherche, programme une manifestation scientifique au 6e semestre. Cette manifestation qui est prise en charge par la wilaya de Constantine, car l'approche patrimoniale s'inscrit dans des questionnements d'urbanisme globaux de la ville et dans la logique et le processus de métropolisation de Constantine. La métropolisation de Constantine s'opère par des projets et sera induite par des actions de modernisation sur l'urbain, telles que la création de nouveaux transports en commun, l'implantation des grands ensembles, des grands équipements structurants,
l'amélioration des tissus urbains, la préservation d'espaces naturels et la préservation du patrimoine urbain. Le séminaire réunit aujourd'hui plusieurs participants experts pour aborder la problématique de la réhabilitation et de la requalification. La requalification urbaine ne peut se concrétiser autrement que par l'action multiforme de réhabilitation bâtie et d'amélioration du cadre de vie des habitants. Cette pratique opérationnelle désigne un ensemble de travaux à faire sur le bâti et les espaces publics. Elle s'applique aux quartiers prioritaires, composés aussi bien de zones d'habitat nouvelles, de grands ensembles ou d'habitats anciens dégradés. Ce séminaire vise essentiellement l'échange des connaissances et la présentation des projets de la wilaya. Ce séminaire est un séminaire d'appui aux initiatives locales pour améliorer la capacité des acteurs non étatiques à s'engager dans des processus locaux et nationaux de prise de décision, pour améliorer les liens par la recherche du consensus autour de projets réels. L'autorité locale vise la construction de ponts entre les différents acteurs, elle vise la promotion de la démocratisation. Les thématiques abordées dans les différentes plénières et ateliers, à travers des exemples, à travers des études de cas, des expériences, nous permettent d'appréhender la complexité des projets en termes de démarche, d'intérêt d'enjeux et de jeu d'acteurs, d'intervention, d'outils et de durabilité de l'opération, de formation à partir d'un chantier école. Le projet chantier école, sur lequel nous focalisons nos efforts, cernera les difficultés de l'opérationnalité, c'est-à-dire le savoir-faire des entreprises, les corps des métiers, comme il ouvrira le débat sur le concept même du chantier école, sur son contenu, sur les porteurs de ce projet et sur les clés de réussite du projet. Il nous permettra également d'évaluer nos besoins en matière de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, d'expérimenter des techniques et des processus de réhabilitation à travers des opérations pilotes. Le chantier d'école nous permettra aussi la création de la filière de réhabilitation au sein de l'université et du département d'architecture. Au cours de cette manifestation scientifique, il s'agit de se concentrer sur des processus de réhabilitation et de requalification en présence des différentes institutions publiques, des assemblées, des universitaires, de la société civile. Le séminaire devient un moment de concertation et d'échange à un niveau international. Il nous permettra de présenter une plénière, a été réservée spécialement à la présentation des projets de la ville de Constantine, dans le domaine de la réhabilitation et de la requalification. Ce moment d'échange, nous le considérons comme une concertation à un niveau international. Cette concertation nous permettra de tracer une ligne de conduite, une démarche à suivre. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le présent séminaire suscite beaucoup d'intérêt. Nous vous invitons donc à tirer le plus grand avantage de la présence parmi nous d'experts de haut niveau. Nous sommes persuadés, compte tenu de la pertinence des thèmes, de la qualité des communications programmées, que les résultats de ces travaux seront à la hauteur de nos attentes. Merci de votre attention. Et je passe la parole à M. le ministre d'Intérieur. Je vais continuer en français, puisque vous avez ouvert. D'abord, je veux vous dire que venir à Constantine a toujours été pour moi une occasion d'un grand plaisir, un plaisir de renouer avec une ville qui porte une lourde charge historique, et qui est aussi parmi les villes symboles de la résistance nationale. Avant les différentes occupations connues du pays, pendant l'occupation française, et surtout a été l'un des principaux centres du pays qui ont préservé le sens national, la citoyenneté nationale, et qui ont constitué un ferment
de la résistance à l'occupation, et spécialement dans la dernière période coloniale. Constantine, bien sûr, est toujours attirante par son site, bien sûr, mais aussi par son architecture, par l'architecture des vieux quartiers. Et aujourd'hui, le thème de ce séminaire porte justement sur la réhabilitation, la requalification de ce vieux bâti. Quand M. Boigny m'a invité à venir assister et quand il m'a fait l'honneur surtout de me proposer d'assister à l'ouverture de votre séminaire, je me suis d'abord posé une question. Parce qu'en toute humilité, je suis sûr que je n'ai rien à vous apporter de plus à vos connaissances d'architecte, d'ingénieur génie civil, d'ingénieur béton, décorateur. Bien sûr, comme tout le monde, il m'est arrivé de manier un peu la truelle et le fil à plomb. Mais en dehors de cela, je n'ai pas la prétention de venir vous apporter une quelconque contribution sérieuse pour ce qui concerne la technique de réhabilitation elle-même. Il est évident que quand nous parlons de réhabilitation des vieux quartiers, des vieilles villes, des vieux bâtis dans le pays, la première des préoccupations qui vient à l'esprit, c'est la préoccupation de perpétuer les repères de notre histoire, les repères de notre identité nationale, ce qui fait aussi le ciment de notre unité nationale et de notre passé. On peut parler de Constantine, bien sûr, pendant l'occupation française. On peut penser de Constantine pendant la période turque. On peut remonter à la période des Hafsides, des Mouahidines. Il y a énormément de choses à dire. Et peut-être, je ne sais pas, enfin c'est un rêve, peut-être que la réhabilitation des murs et des immeubles que vous allez revoir, des maisons que vous allez faire, ou tout au moins sur laquelle vous êtes engagé, permettra par une baguette magique de faire parler les pierres. Que d'histoire pourrons-nous apprendre si les pierres venaient à parler. Mais j'ai pensé que ce séminaire ou cette invitation pouvait me donner l'opportunité de vous inviter à explorer d'autres aspects de ce travail de réhabilitation, plus exactement de requalification urbaine de nos villes. Bien sûr, vous allez faire une requalification et une réhabilitation des bâtis. D'abord, pour la beauté de cette architecture, pour essayer de nous aider à nous-mêmes et à nos enfants de revivre comment nos ancêtres ont vécu, comment ils ont composé avec la nature, et une nature souvent très rude, comme le laisse imaginer Constantine. Mais je pense que vous ne devez pas vous cantonner à faire seulement de l'art pour l'art. Il s'agit bien sûr de réhabiliter des maisons, des immeubles, des quartiers, pour les rendre habitables ou utilisables, justement. Utilisables en termes d'habitat, ou en termes d'activité culturelle, d'activité commerciale ordinaire ou d'exploitation touristique. Pour cela, je crois que, je me dois de vous faire confiance. Vous véhiculez tous des spécialités, des expériences directement liées à cet aspect. Mon propos, comme je vous disais tout à l'heure, est de venir par un autre prisme. Réhabiliter une ville, c'est pour la rendre vivable, bien sûr. Mais il s'agit d'une ville qui est destinée à une société donnée, à une population donnée, et qui va vivre dans un contexte donné. Donc la problématique essentielle, c'est d'essayer d'imaginer ce que sera Constantine dans le futur immédiat, à moyen et même à long terme. Et déjà le futur immédiat
apporte certaines données incontournables qui, à mon sens, doivent être prises en considération non seulement dans les nouveaux projets urbains que nous développons, mais aussi dans la réhabilitation et dans la requalification de l'existant. Quelles sont les nouvelles données incontournables? Je vais vous en citer quelques-unes. D'abord, la nouvelle donne démographique de l'Algérie. Nous sommes sur le point de terminer le recensement général de la population d'Algérie. Vous savez que la courbe de notre population, la courbe démographique est en train de s'inverser. Nous aurons une population de plus en plus vieille. La population vieille ou âgée, disons, va représenter une forte proportion dans cette population. La longévité qui augmente, puisqu'aujourd'hui nous sommes à 77 ans d'espérance de vie, elle va être plus élevée, nous l'espérons, dans les 5, 10, 20 ans à venir. Donc c'est une population qui va avoir de nouveaux besoins en ce qui concerne leur environnement de vie. Nous avons une nouvelle donne aussi qui se préfigure à grande vitesse et que vivent déjà certains pays. Nos villes et notre urbanisme comme l'organisation de notre territoire. C'est fait en partant du postulat de moyens de transport pas chers. Moyens de transport, vous le savez tous, est basé essentiellement sur le transport autoroutier, les véhicules qui fonctionnent à l'essence ou au diesel. Et vous le vivez tous les jours. Vous avez tous été, comme nous-mêmes, contents de voir les prix du pétrole monter. Mais encore faut-il savoir que si ces prix augmentent, c'est parce que ces ressources énergétiques vont devenir, dans le futur proche, plus chères, peut-être même plus rares. Et ceci nous commande d'approcher l'organisation de notre société, l'organisation de notre économie, l'organisation de notre environnement urbain dans des situations où il faudra savoir consommer l'énergie avec parcimonie. Nous devons dès aujourd'hui, y compris dans la requalification urbaine, nous inscrire dans cette perspective de la nécessité incontournable, d'abord d'économiser les ressources énergétiques, actuellement la ressource essentielle et pour laquelle nous n'avons pas encore, personne n'a encore trouvé une alternative économiquement acceptable, c'est le pétrole ou le gaz. Cette évolution ou cette tendance vers la raréfaction des ressources énergétiques, à moins que par miracle au niveau mondial, il ne soit découvert des gisements d'une importance significative, nous commande de nous inscrire dans une utilisation judicieuse de ces ressources énergétiques. Cela signifie quoi pour ce qui concerne l'urbanisme? D'abord, il est essentiel que nous faisions l'effort de construire ou de reconstruire ou de réhabiliter le bâti existant dans la perspective de l'économie d'énergie. Il s'agit de faire en sorte que les bâtiments que nous avons à construire ou que nous avons à réhabiliter ne soient pas trop gourmands en ressources énergétiques pour le chauffage, pour la climatisation quand c'est nécessaire, ou même pour l'électroménager, pour la cuisine de la ménagère. Il s'agit aussi de se projeter, nous devons nous projeter dans une situation où le transport urbain, qui est aussi basé essentiellement sur l'automobile, ou bien sur le bus qui fonctionne au diesel
ou à l'essence. Aujourd'hui, que vous habitiez au centre de Constantine, ou au Poro, ou à la ville nouvelle, vous êtes à 15-20 km, vous pouvez vous déplacer très rapidement. Vous voulez faire vos courses le week-end, vous avez l'automobile, vous prenez le minibus, le taxi Jana et vous descendez, vous allez faire vos courses. Mais au fur et à mesure que les ressources en énergie traditionnelle vont être plus chères, plus rares, plus chères, donc moins disponibles, il va falloir prévoir une autre organisation de la vie. Ça signifie que les familles, le citoyen qui habite dans un quartier devra pouvoir trouver dans sa proximité immédiate l'essentiel qui lui est nécessaire pour la vie quotidienne. C'est bien sûr les produits alimentaires, c'est les loisirs, c'est le lieu de travail. Ça veut dire également que si le transport individuel va devenir coûteux, il s'agit de réfléchir dès aujourd'hui à une organisation urbaine qui prenne en compte un développement prioritaire de transport en commun, moins coûteux et aussi efficient que possible, c'est-à-dire avec un réseau de transport urbain le plus efficient que possible et le plus étendu que possible. Et là, Constantine fait partie des villes qui ont pris l'initiative de construire un tramway. Le tramway va fonctionner à l'électricité. Pourquoi c'est très important? L'électricité aujourd'hui est produite par des centrales à gaz. C'est ce qui est disponible, ou bien dans certaines villes encore les produits, les centrales fonctionnent au mazout. Mais demain, si nous passons à une autre source d'énergie électrique, de production d'électricité, il sera facile de connecter ce réseau avec la nouvelle source d'électricité. Ceci dit en passant, la seule énergie alternative encore crédible aujourd'hui, malgré tous ces inconvénients, ça reste l'énergie nucléaire. Mais nous devons savoir que si nous décidons aujourd'hui de construire une centrale nucléaire pour produire de l'électricité, les premiers kilowattheures qu'elle produira ne seront disponibles aux alentours de l'an 2020. Ce qui signifie qu'il est impératif pour nous, dans tous nos programmes de construction et développement urbain, que nous prenions en compte la nécessité de l'économie d'énergie dans le bâtiment, dans l'aménagement urbain. Et bien sûr, essayer autant que faire se peut de le prendre en compte dans les opérations de réhabilitation du public. Ça aussi, c'est un domaine, je vous ouvre une fenêtre, je vous donne un prisme, à vous, messieurs les architectes et les ingénieurs, de voir comment prendre en compte une donnée incontournable et inéluctable. Une autre conséquence justement de ces problèmes de la raréfaction des ressources énergétiques, c'est que dans la vie courante et la vie quotidienne d'une population vivant en collectivité, il va falloir imaginer le développement d'une économie de proximité, pour ne pas dire d'une vie quasi en autarcie, c'est-à-dire une vie qui puisse trouver l'essentiel et qui est la disponibilité à proximité de l'essentiel de ce qui est disponible à la vie, à l'éducation, à la formation et à la vie sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas une société au monde qui ne règle pas ces problèmes alimentaires du fait que les produits alimentaires peuvent être transportés d'un point de la planète à un autre, carrément d'un hémisphère à l'autre,
parce que le transport est un transport peu coûteux, à commencer par le transport maritime, y compris, bien que relativement cher, le transport aérien et bien sûr le transport autoroutier. Mais demain, lorsqu'il ne sera plus aussi accessible de transporter du blé, nous avons du Canada. Cela signifie que dans un futur qui se présentera dans 20 ans, 25 ans, il va falloir d'ici là nous organiser pour qu'à proximité des centres de vie urbains, des grosses agglomérations urbaines, il y ait une production et une disponibilité de l'essentiel nécessaire à la vie de la communauté. Donc, cela signifie donc que dans vos approches, il s'agit de prendre en compte cette problématique-là, le développement d'une économie de proximité. Et si vous permettez, ça peut paraître de l'utopie, puisque nous faisons des projections sur le futur. Je vais essayer d'imaginer les efforts que nous devons faire en ce qui concerne notre organisation institutionnelle de la gestion territoriale. Nous disions qu'il faut que les collectivités locales, les collectivités urbaines, soient en mesure de se prendre en charge autant que faire se peut en créant la disponibilité locale de tout ce dont elle aura besoin, ou du moins de tout l'indispensable. Cela signifie donc qu'il va falloir une organisation qui va permettre au niveau le plus bas de la vie sociale de prendre les décisions qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons un problème, quand nous avons un problème dans une wilaya X, y compris Tamaras, la wilaya la plus éloignée d'Alger. Au niveau central, d'abord par la communication et ensuite par les possibilités de transport, pas coûteux, nous pouvons intervenir très rapidement et répondre à des situations d'urgence. Mais demain, dans le contexte où la donne du transport, la donne de la communication, la donne de la production industrielle et agricole sera bouleversée, il faudra que la collectivité locale puisse, pardonnez-moi l'expression, se débrouiller par elle-même. Donc cela signifie que même au niveau institutionnel de nos institutions locales, nous devons réfléchir à mettre en place un système de gestion qui puisse prendre des initiatives qui répondent à des situations d'urgence. Vous voyez donc que votre travail ou cette mission de réhabilitation urbaine et d'approche des problèmes de l'urbanisme ne sont pas neutres. Elles soulèvent, elles ouvrent beaucoup de fenêtres, bien sûr, mais elles imposent aussi que votre travail s'inscrive dans une perspective intégrée, cohérente et globale qui prenne en considération toutes ces perspectives. Nous pourrons parler, bien sûr, d'un certain nombre d'aspects directement liés à cela, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne la santé, etc., la prise en charge en fait des problèmes essentiels d'une vie en société. Ce sont des problématiques que je voulais vous soumettre. Je n'ai pas de réponse tout de suite. Et c'est en fait à vous et en particulier aux universités de développer des thèmes de recherche liés à cela. Et il s'agit d'aller vite. Nous parlions tout à l'heure d'un besoin d'une dizaine d'années pour qu'une centrale nucléaire commence à produire de l'électricité. 2020, c'est demain. Les programmes de développement que nous avons lancés depuis le premier mandat du président de la République, c'était hier, c'était déjà
sommes à la 9e année. C'est passé très vite. 10 ans, ça passera très vite. Donc il s'agit pour nous, il s'agit surtout, et c'est là la mission de nos universités, de nos instituts techniques, de nos instituts techniques, de nos groupes de recherche. Il s'agit de coller à cette problématique et d'essayer d'apporter des solutions adaptées à notre situation, adaptées à notre société, adaptées à nos ressources, adaptées au profil futur de cette population. Parce que nous portons la responsabilité quand même de faire en sorte que Constantine, comme les autres villes du pays, l'ensemble du pays, soit demain un lieu où il fera quand même bon vivre, où la vie sera possible, où la vie restera attractive pour nos enfants, et non seulement pour nos enfants, pour nos petits-enfants, et à commencer par la population qui est là aujourd'hui. Ceci pour les problématiques. Je ne veux pas parler trop pessimiste, parce qu'on trouvera la solution. Maintenant, vous allez vous engager sur ce projet méritoire et respectable de réhabiliter la vieille ville de Constantine, ou le vieux bâti de Constantine. Je vais vers l'objectif littéraire le plus concret. La réhabilitation de ces vieux immeubles, vous avez quelques 2 ou 3 000 maisons, quelque chose comme 3 000 immeubles. Ça peut être pour Constantine un important gisement d'emploi. Donc je souhaite que dans vos travaux, vous réfléchissiez à une démarche pour mettre sur pied des entreprises d'artisans, des entreprises de construction, qui vont travailler directement à ces programmes de réhabilitation. C'est un gisement énorme d'emploi. Et c'est aussi un gisement en même temps par l'emploi, parce que vous allez devoir préparer des artisans qui vont essayer de maîtriser les techniques appropriées pour réhabiliter le vieux bâti. Dans la mesure du possible, selon des techniques anciennes. Ce sera donc l'occasion de préserver certains métiers qui risquent de disparaître pendant le temps. Et ces métiers sont eux-mêmes porteurs d'une attractivité pour une industrie touristique sur laquelle l'économie de l'Algérie peut aussi compter, parce qu'en matière de tourisme aussi, l'Algérie a des gisements, mais il s'agit d'entretenir et de développer ces gisements. Quand je dis qu'il faut développer un artisanat qui maîtrise ces techniques anciennes, c'est vrai que c'est l'idéal. Je sais que parmi les restaurateurs, il y a les 2 écoles, celle des puristes et celle des réalistes, si vous voulez. Les puristes vous disent qu'on pour réhabiliter un immeuble, il faut le réhabiliter à l'identique, avec les mêmes matériaux, avec les techniques de l'époque, les outils de l'époque. Bon, ça peut servir comme témoin. Mais il est difficile d'imaginer de reconstruire toute la ville de Constantine, de réhabiliter toute la ville de Constantine selon ces mêmes techniques-là. Il est difficile, si nous allons dans le Sahara, d'imaginer de réhabiliter les Tzur, qui sont, comme vous le savez, construits en argile séchée, en briques d'argile séchée ou en torche. Et vous savez que le drame de ces Tzur, c'est qu'à chaque grande pluie décennale en général, toutes ces maisons fondent, et c'est le mot, elles fondent à l'eau. Alors s'agit-il de reconstituer, de réhabiliter ces arceaux à l'identique pour faire de l'art pour l'art selon la définition des puristes, ou devons-nous imaginer, d'abord bien sûr des constructions témoins, mais encore même ces constructions, peut-être qu'il va falloir les abriter sur un hangar pour les préserver complètement. Pour reconstruire ces cités en respectant l'architecture générale et en utilisant de nouvelles techniques qui permettent de préserver ces cités
l'ambiance de la vie dans ces lieux d'habitation. Et cette formation, je pense qu'elle est essentielle parce qu'elle est utile d'abord à la création d'emplois. Elle est utile parce qu'il est difficile, certainement, que vous allez devoir recourir à l'échange d'expériences de spécialistes qui existent dans votre pays. Il faudra absolument que des jeunes locaux puissent maîtriser ces techniques pour pouvoir assurer l'essentiel de ces programmes de réhabilitation. Voilà, monsieur le recteur, voilà, madame, les peu de contributions que je voulais apporter, parce que si je ne me suis pas inscrit directement dans des problèmes d'architecte ou d'ingénieur, excusez mon ignorance en la matière. Merci beaucoup. Alors, je suppose que je vous ai intéressé, parce que je vous l'ai dit, me demande d'annoncer, de proclamer que le séminaire est ouvert à compter de maintenant. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès à vous.